Madame la vice-rectrice, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde organisée en clôture des assises de l'enseignement de l'Université de Liège, portant sur la place des outils numériques dans nos enseignements. Les 18 derniers mois que nous venons de traverser constituent une période pour le moins singulière, complexe, compliquée, voire douloureuse pour les humains que nous sommes, animaux sociaux avant tout que nous sommes. Cependant, dans ce contexte particulier, nous, enseignants du supérieur, pouvons aussi nous estimer privilégiés, eu égard à certains secteurs d'activité qui ont bien davantage que nous subi de plein fouet cette pandémie. Et si nous avons pu tant bien que mal poursuivre nos activités d'enseignement, c'est avant tout parce que, justement, nous avons pu mobiliser des outils numériques divers et variés. À l'Université de Liège, comme dans d'autres institutions d'enseignement et d'enseignement supérieur, nous avons fait preuve de résilience, d'une capacité d'adaptation et comme tout autre professionnel, tout acteur professionnel qui a pu poursuivre ses activités, même dans des phases de lockdown les plus sévères, nous avons, je le pense, toujours cherché à faire de notre mieux pour pallier les limites posées par la situation d'enseignement à distance. On a ainsi beaucoup travaillé avec l'aide de nos autorités, des services informatiques, des technopédagogues, pour maintenir le navire à flot durant cette période agitée. Ce fut une période de mise à l'épreuve de nos liens sociaux, comme je l'ai déjà dit, de nos patience, de notre estime de soi. Qu'est-ce qu'on a pesté sur nos portables en panne, sur nos Wi-Fi défaillants, sur ce logiciel à l'utilisation pas si intuitive que ça, sur le micro ou la caméra qui ne voulait pas s'allumer, sur nos voisins bruyants, sur le chat qui ne savait toujours pas s'il fallait sortir ou rentrer du jardin alors que l'heure du cours avait sonné. Si certains d'entre nous, enseignants comme étudiants d'ailleurs, disposions d'une plus ou moins grande maîtrise de certains outils numériques, ce n'était pas le cas de tous. Et cette pandémie de Covid-19 fut aussi une période de découverte de cette montée, de révélation, de montée en puissance du numérique dans nos enseignements. Mais cette montée en puissance peut s'avérer artificielle si elle ne s'accompagne pas d'une recherche de sens. Du numérique, oui, mais pour quoi faire ? Et cette question est d'autant plus cruciale que cette découverte des outils numériques fut aussi biaisée, car l'enseignement numérique, c'est plus et autre chose que l'enseignement à distance d'urgence, ce qu'on appelle très souvent l'emergency remote teaching. C'est bien plus qu'une solution palliative dans des conditions de pratique pédagogique extrêmes qui, espérons-le, commencent, on l'espère donc, progressivement à s'éloigner de nous. Le numérique, c'est aussi de nouvelles approches pédagogiques, rendant les apprentissages plus dynamiques, transformant les classes en lieu de réflexion et d'appropriation de savoir, plutôt qu'un lieu de transmission verticale et autoritaire des connaissances. C'est aussi le recours à des logiciels pédagogiques qui favorisent la participation en classe ou qui structurent la réflexion, la pensée, alimentent les débats. C'est aussi des outils qui permettent de développer davantage des évaluations formatives, continues tout au long du quadrimestre ou de l'année. C'est un accès également à des outils techniques manipulables par le plus grand nombre et qui consolident les compétences professionnelles indispensables à l'insertion sur le marché de l'emploi. C'est l'ouverture vers la réalité augmentée pour permettre une meilleure compréhension, appréhension, appropriation de la matière. C'est encore le renforcement de soft skills comme l'autonomie, la flexibilité, l'intelligence numérique bien utiles dans le monde professionnel d'aujourd'hui comme de demain. C'est aussi la possibilité pour nous enseignants et nos enseignements de s'ouvrir à de nouveaux publics, aux savoirs et compétences présentes au sein de notre université ou encore de rayonner à l'international. C'est aussi, à l'heure où nous devons œuvrer dans le cadre d'un budget limité et où nos campus ne sont pas extensibles à l'infini, ce sont aussi des solutions à envisager sur le plan de l'occupation des salles et de la mobilité. Des avantages et des inconvénients, le recours au numérique dans notre enseignement n'en manque donc pas. C'est pour cela que nous avons placé cette journée de travail, que cette table ronde vient clôturer, sous le signe de la réflexion sur la place raisonnée du numérique, sans vouloir tomber ni dans la techno-idolâtrie, ni dans le conservatisme et l'immobilisme d'une technophobie. En amont de cette journée, un vaste processus de consultation de notre communauté universitaire, plus particulièrement des enseignants et des étudiants, a été entamé à la fin du printemps dernier. Nous avons, durant cette journée du 28 septembre, pointé du doigt certains constats importants qui touchent à la transformation des rôles des enseignants et des étudiants à l'ère du numérique.
À travers ces constats, c'est l'enjeu de pratiques pédagogiques, de méthodes d'évaluation, de la motivation, de la participation des étudiants appelés désormais à avoir un rôle plus actif dans leurs apprentissages qui ont aussi été évoqués. Tout ceci dans un contexte où la part du digital dans nos vies, comme dans les différents environnements professionnels, ne cesse de progresser et de mettre en exergue l'existence d'une double fracture numérique à la fois matérielle mais aussi cognitive. Car si c'est bien là l'essentiel, évidemment, que de disposer du matériel informatique adéquat et de conditions de travail décents, ce n'est pas tout. Encore faut-il savoir tirer profit au maximum des opportunités que nous offre le numérique. Et sur ce point, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. En aval de cette journée de réflexion, il y aura donc la rédaction du volet enseignement du futur plan stratégique numérique de l'Université de Liège, un volet soutenu par une tentative de manifeste de l'enseignement numérique tenté cet après-midi, un manifeste qui cherche à énoncer les principes de base du recours au numérique dans nos enseignements. Et finalement arrivé au bout de cette journée et de mon petit laïus, à titre personnel, il me semble que désormais, d'immenses chantiers passionnants mais complexes s'offrent à nous pour définir cette place raisonnée et pertinente aux outils numériques afin de rendre nos enseignements dynamiques, performants et inclusifs. Je vous souhaite une bonne soirée et je laisse sans plus attendre la parole à Nora Khalifi pour l'animation de cette table ronde et je vous remercie. Merci Monsieur Pirotte. Vous restez avec nous, vous asseyez dans là-bas, voilà la salle. Merci beaucoup. Je suis très sensible à votre discours parce que si on remplaçait le mot université par celui de mon employeur, je pense qu'on arriverait au même constat. Tous les secteurs, je crois, ont été un peu propulsés dans cette réflexion du numérique. Comment ne pas perdre ses acquis, les faire mûrir. La réflexion est essentielle et on a un beau panel ce soir pour essayer de débattre autour de ça. À ma droite, d'abord, Boren Chakroun, directeur division politique et apprentissage tout au long de sa vie à l'UNESCO. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, de Paris également, Jean-Pierre Berthet, directeur délégué au numérique à Sciences Po Paris. Plus loin encore, Jean-François Van de Poel, directeur adjoint aux affaires numériques à l'Université de Lausanne en Suisse. Bonsoir. À ma gauche, Arnaud Vanhoenacker, expert enseignement supérieur au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatini, que vous représentez ici ce soir. Anne-Sophie Nissens, que vous connaissez certainement, vice-rectrice à l'enseignement à l'Université de Liège. Et puis, tout au fond, Pascal Balancier, expert éducation et technologie chez Digital Wallonia, l'agence numérique Wallonne. Cette pandémie que nous avons connue, Monsieur Chakroun, c'est le monde entier qui a été confronté avec des bouleversements pédagogiques et une utilisation forcée et contrainte au numérique. Quelle photographie globale on peut faire de ça dans le monde entier, finalement, à l'international ? Merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous pour partager la perspective que nous avons au niveau international, ce que nous voyons comme réponse à la crise. Et je dirais qu'on est face à une tragédie et une créativité de la tragédie. Une tragédie parce que nos données montrent qu'à peu près 1,6 milliard d'élèves et d'étudiants ont été affectés par la crise. Il y a environ 225 millions d'étudiants qui ont été affectés par la crise, par une crise avec différentes réponses. Mais il y a aussi environ 2 millions de jeunes étudiants dans le monde qui ne reviendront pas à l'université à cause de l'impact économique sur les familles, sur leur capacité d'accéder à l'université ou de payer les coûts de l'université. Donc, il y a une crise, mais il y a eu de l'innovation et je pense que c'est très important de souligner l'innovation en termes du numérique, l'innovation des enseignants, des professeurs, des étudiants eux-mêmes. Mais je pense qu'il y a un élément important sur lequel il faut qu'on insiste, c'est que cette crise a un impact sur toute la question de l'équité et de l'inclusion. Elle a un impact direct sur les personnes et les étudiants les plus défavorisés.
Et donc la réponse universitaire, la réponse politique, elle doit tenir compte de cette question d'équité et de l'égalité et elle ne peut pas l'occulter. Sur les questions de l'infrastructure et l'accès, sur les questions des coûts de l'accès à la connectivité, sur les compétences et les capacités d'utiliser et de bénéficier des services. On peut le placer au niveau de l'université ici, mais on le place au niveau international. L'accès à la connectivité, à peu près la moitié des 1,6 milliard de jeunes n'avaient pas accès à Internet ou à un outil informatique. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Donc ce sont des questions qui se posent, mais je pense que le point que le professeur Pirot a mentionné, c'est qu'il y a eu un moment de réponse, il y a un moment de construction de la résilience, mais je l'espère, avec la charte que vous avez adoptée aujourd'hui, il y a un moment de réimaginer l'éducation et réimaginer l'université. Et c'est ça, à mon avis, le point fondamental, c'est qu'il faut aller de l'avant sur comment on peut revoir l'université de demain en tenant compte des avancées du numérique comme une lame de fond, puisque c'est une lame de fond, mais en tenant compte de ce que le numérique ne permet pas et surtout ce que le numérique pose comme des problèmes en termes d'accès et d'équité. Monsieur Balancier, justement, c'est votre travail chez Digital Wallonia. Vous constatez qu'il y a une fracture numérique, une fracture au niveau de l'accès aux compétences du numérique ? Oui, tout à fait. Donc, il y a un baromètre des usages numériques des citoyens wallons qui a été publié il y a 2 semaines. Donc, c'est un travail qu'on renouvelle chaque année. Et le dernier baromètre indiquait que, certes, la fracture de premier niveau en termes d'accès avait bien reculé, puisqu'il y a plus que 6% de citoyens wallons qui n'ont pas encore accès. Et on sait vraiment caractériser cette population-là. Mais derrière ça, il y a une fracture de 2e niveau, voire de 3e niveau. Donc il y a 18% de citoyens qui ont une maîtrise insuffisante des outils numériques et qui donc ont des lacunes pour déployer des usages numériques utiles pour eux. Et puis on constate aussi qu'il y a 32% de la population que l'on considère comme des éloignés, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité mais qui préfèrent s'en passer, ou en tout cas qui n'exploitent pas ce que le numérique pourrait leur apporter, ne fût-ce qu'en termes de rôle citoyen, de démocratie participative ou de choses comme ça. Et donc vous travaillez sur le renforcement de ces compétences. Par quoi ça passe Oui, alors il y a toute une série de politiques. Il y a un plan d'inclusion numérique qui est en cours d'élaboration au niveau du gouvernement wallon, avec toute une série de cibles très spécifiques, et notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi. Mais en fait, cette fracture, elle concerne toute la société. Nous sommes tous des fracturés numériques à divers niveaux. Si je me réfère à l'étude BizoChange qui vient du secteur de la Fédération des technologies en Belgique, donc Agoria, dans cette étude, on pointe vraiment le double problème de la fracture numérique. D'abord, en 2018, il y avait une pénurie de 16 000 profils IT sur le marché de l'emploi en Belgique, et cette pénurie ne fait qu'augmenter, et on estime que cette pénurie atteindra 30 000 profils d'ici 2030. Donc c'est un vrai souci pour le dynamisme de l'économie. Mais au-delà de ça, le plus important peut-être, ce ne sont pas les compétences IT des professionnels, c'est surtout les compétences numériques pour tous. Celles qui sont décrites dans un référentiel européen qui s'appelle DIGCOM pour Digital Competencies, qui décrit 21 compétences clés, quelque part pour vivre, travailler, s'épanouir dans les sociétés d'aujourd'hui. Et donc ce sont les compétences numériques de base. Ces compétences, elles ne cessent d'évoluer. Donc ces 21 compétences telles que décrites en 2018, elles sont déjà en cours de révision et elles seront encore à réviser d'ici quelques années. Et peut-être un petit message d'optimisme là-dedans, c'est que ce sont les compétences transversales, c'est en travaillant les compétences transversales des individus qu'on va les aider à monter en compétences numériques. Donc la clé se situe surtout à ce niveau-là.
Madame Nissen, c'est quelque chose qui fait écho à l'Université de Liège par rapport à ce que vous avez constaté au début de la pandémie? Oui, pour revenir, je ne vais pas reciter les chiffres, je pense qu'on a les mêmes données à l'Université de Liège. On a eu en effet deux stades. La première enquête pendant la crise, c'est environ 5% qui n'avaient pas accès à Internet ou qui avaient des difficultés de matériel. Donc on a tenté de combler au mieux en urgence. Et puis aujourd'hui, on voit cette deuxième phase où ce sont plutôt les compétences techniques de base pour qui nous permet de comprendre aussi les enjeux et d'évaluer les enjeux du numérique, ses effets positifs et ses effets négatifs, pervers même parfois, qu'on peut imaginer sur la qualité de nos enseignements. Donc on rejoint évidemment les données. Mais pour revenir à la pandémie, il est peut-être utile de dire qu'on n'a pas attendu la pandémie pour découvrir le numérique au niveau des institutions universitaires. Nous avions la chance d'avoir des ressources en interne, différentes ressources à la fois pédagogiques et matérielles. Et ce qu'on a dû faire, c'est un bond énorme en un minimum de temps. Et ce bond, on n'a pas choisi de le faire. On a été contraints. Et c'est cette contrainte qui a été extrêmement difficile à vivre et dans l'urgence en plus. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois, j'ai souhaité qu'on fasse une pause via ces assises de l'enseignement pour nous donner le temps de cette réflexion et voir comment est-ce que notre enseignement peut évoluer avec les outils numériques, mais avec d'autres outils aussi, bien évidemment. Et le temps d'interroger les utilisateurs, les professeurs, les étudiants, c'est ce que vous avez mené ici à l'Université de Liège. Donc, mon objectif a été de mettre en place une démarche participative avec toutes les personnes qui tournent autour de l'enseignement, bien sûr les enseignants, mais aussi les services administratifs, les ressources, technopédagogues, d'accord, et pédagogues aussi. Et enfin aussi les étudiants qui ont eu la parole. Alors il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais en soirée, début de l'année, ils ont peut-être d'autres choses à faire. C'est la période des baptêmes. Mais on a mis en place une enquête auprès des étudiants et nous avons des données qui sont assez... On peut peut-être les voir d'ailleurs, voilà, je pense que vous les avez... de vous les montrer. Donc on voit que par rapport aux messages parfois un peu interpellants qu'on a entendus durant ces 2 années qui étaient plutôt négatifs, on constate que lorsqu'ils se projettent donc, dans leur enseignement futur, ils souhaitent qu'on maintienne un enseignement qui comprend une partie du numérique. Donc on le voit, c'est assez positif. On voit qu'ils doivent recourir à ces outils numériques. Et ce qu'ils trouvent dans ces outils numériques, c'est une plus grande autonomie, une responsabilisation de leur rôle en tant qu'étudiants et une liberté, une flexibilité qu'ils ont eue. Alors, elle est parfois très difficile à vivre quand elle est contrainte, mais lorsqu'elle est choisie, évidemment, c'est un avantage. Donc ça, c'est quand même un message assez positif qui nous pousse à réfléchir à comment l'installer, comment l'organiser, le cadrer au niveau de l'université. Et puis, si on va un peu plus loin dans les résultats, et ça sera tout, la deuxième, voilà. Donc, l'accès à Internet de qualité, évidemment, je pense, et on rejoint les propos de M. Chakroun, est important. Alors, c'est peut-être tout autant l'Internet chez soi que l'Internet au niveau de l'université qui demande à repenser les espaces de lieux de vie au sein des universités, créer des espaces collaboratifs, créer la possibilité de s'isoler au niveau des campus pour pouvoir travailler à distance et retrouver une sociabilité après. Ça, je pense. Alors, les étudiants, ils sont pour le numérique à condition qu'il soit bien réalisé par les enseignants, c'est ce qu'ils nous disent très clairement. Et les outils numériques doivent être évidemment utilisés à bon escient. Donc,
la question qu'on se pose, pour quel objectif, dans quel contexte et à quel moment de l'apprentissage aussi, je pense. Monsieur Berthet, c'est vraiment le moment de choisir son numérique et de ne pas le subir, c'est ce que vous m'écriviez, de choisir vers où on va. Tout à fait. Ce qu'on a pu constater après 2 semestres compliqués, c'est qu'on est passé d'un numérique subi à un numérique choisi. On commence à avoir, nous, un certain nombre de nos écoles qui ont décidé de passer à 10% d'enseignement à distance sur l'ensemble du cursus pour bénéficier justement des effets dont vous parliez, de ce que le numérique peut apporter. Donc on est vraiment dans ce moment où un certain nombre de choix stratégiques doivent être faits pour l'université. Finalement, qu'est-ce que l'on veut chercher derrière l'usage du numérique? Est-ce qu'on veut rendre l'université accessible à tous, pour des gens qui travaillent, donc la rendre plus multimodale, pas que commodale, mais multimodale, pour permettre à des gens, des sportifs de haut niveau, des gens en situation de handicap, des gens qui travaillent, d'accéder différemment à l'université et qui puissent construire eux-mêmes le temps dans lequel ils se forment. Ça, c'est une des pistes. Seconde piste, ça peut être aussi un choix stratégique de dire on veut développer, parce qu'à l'international, une certaine concurrence est en train de naître aussi, des cours en ligne pour attirer des nouveaux talents vers l'université, peut-être des parcours hybrides dans lesquels une partie des enseignements se fera en ligne pour attirer ensuite les étudiants. Il y a des exemples qui existent sur certaines universités où ils ont mis en place des modules en amont qui se font en ligne, et puis le dernier semestre, par exemple, se fait totalement en présentiel. Ça leur permet d'identifier ceux qui sont les plus résistants, entre guillemets, et de les attirer. Donc on est au moment des choix. Alors ce choix peut être global au niveau de l'université, tout en laissant peut-être aux facultés la possibilité de choisir à l'intérieur de ce cadre-là ce qu'ils veulent mettre en place en termes d'introduction du numérique et de pourcentage d'hybride ou de distance qu'ils veulent mettre en place, parce que la réflexion n'est peut-être pas la même dans une école de droit, dans une école d'ingénieur, dans une faculté de médecine. La réponse ne sera pas la même, et donc il faut aussi laisser une certaine latitude à l'intérieur, je pense, de l'université pour cette réponse-là. À Sciences Po, on est dans cette réflexion en ce moment, et on imagine que peut-être notre école d'affaires publiques et notre école de journalisme ou notre école de droit n'aura pas exactement la même réponse à apporter à leurs étudiants. Donc à nous de définir un cadre qui permette de définir les grandes lignes, mais tout en donnant de la flexibilité à l'intérieur de ce cadre. Monsieur Van de Poel, ça veut dire qu'on ne doit plus penser l'UNIF comme celle où l'étudiant vient simplement dans un amphi et écoute un professeur. On doit renverser ce modèle ? Disons que les études qu'on a pu avoir dans les diverses universités qui se rejoignent finalement, c'est que l'étudiant il a goûté à quelque chose, parfois qui avait un petit peu un goût, un peu qu'on mange un peu trop de bonbons, on est un peu amer parce qu'on mange un peu trop de sucre, mais il se dit quand même le sucré c'est pas mauvais. Donc c'est clair que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on a envie d'une vie sur le campus? Oui, tout le monde a envie de vivre sur le campus, nos étudiants se languissent de revenir sur le campus, en Suisse ça revient au fur et à mesure, mais est-ce qu'ils ont envie de revenir sur le campus pour s'asseoir dans un amphi 8 heures par jour? Et là la question clairement, en tout cas dans les études qu'on a faites, elle est non. Et donc on est plutôt dans une idée de concevoir un enseignement qui dépasse l'amphi, qui préconise peut-être des parcours d'apprentissage de nos étudiants qui se passent dans des autres lieux. Et donc, en gros, on peut imaginer une semaine ou une journée où l'enseignant dispense certains enseignements dans un amphi, où l'étudiant va en bibliothèque en groupe ou individuellement pour travailler pour des travaux qu'il va devoir remettre, et donc avoir une journée un peu plus variée, avoir la vie sociale sur le campus, sans systématiquement être en posture de transmission, chose qui pourrait être un peu le soir à la maison, de manière un peu flexible. Alors, il y a notre collègue justement de Laval à Québec qui nous rejoindra bientôt et qui fait partie de l'université, qui s'est vraiment posé la question de manière très stratégique il y a 4 ou 5 ans, donc je recommande la lecture de leur rapport. Et une autre chose qu'il faut peut-être réfléchir à investir dans les universités, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est les endroits où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle de cours, mais c'est des couloirs, des halls vides. Et cette année à Lausanne, on a fait un test, c'est qu'on a rempli ces tiers-lieux de tables de travail. Et depuis la rentrée, il y a 10 jours, ils sont pleins.
Donc nos étudiants veulent passer du temps sur le campus parce qu'il y a une bonne connexion, il y a une cafétéria à côté, il y a un lieu de vie qui se fait, mais en gros, entre deux cours, ils regardent parfois une vidéo, ils vont dans un amphi, ils discutent de manière informelle avec un ami sur quelque chose auquel ils apprennent. Et donc c'est clair que la question qu'on doit se poser maintenant, le mot, je pense, important, c'est flexibilisation. À quel niveau? Spatial, temporel. Je pense que nos étudiants, ils veulent beaucoup de flexibilité en ayant cette présence. Comment l'enseignant peut organiser son enseignement pour le rendre le plus flexible possible dans une dynamique de lifelong learning et d'ouverture à un autre public classique que celui des 18-24 ans qu'on a l'habitude de voir chez nous, c'est des questions primordiales. Et puis peut-être par rapport à ces questions, il ne faut pas vouloir tout changer demain, parce que généralement quand une université se projette à l'avenir, elle est sur 10 ans. Et donc il faut parfois se dire, ok, plutôt que d'essayer d'imaginer dans 2-3 ans ce que je vais faire, imaginons les futurs possibles d'une université dans 10 ans, et là on verra des rayons qui nous permettront peut-être de préparer des choses qui serviront dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est clair que la flexibilité spatiale et temporelle, c'est vraiment des questions qui vont devoir être réfléchies dans les prochaines années. Justement, parlons-en des futures années. Est-ce qu'au cabinet de la ministre de l'Enseignement, on est réceptif à tous ces changements qui se projettent là ? Bien évidemment, et je dirais au niveau politique, on se situe en fait dans la même temporalité que les établissements. C'est-à-dire qu'on sort d'une phase de gestion de crise, de gestion d'urgence, où on a reçu, un peu comme tout le monde dans les établissements, cette crise en pleine face, et on a libéré des moyens supplémentaires pour fournir dans l'urgence des connexions Internet aux étudiants, du matériel informatique, du support en termes de personnel et de formation des enseignants, mais on sent bien où on a essayé de faire par le numérique ce qu'on faisait avant de manière traditionnelle. Or ici, on veut passer dans une nouvelle phase, et d'ailleurs une journée comme celle-ci est vraiment très précieuse, et pour ça on va notamment s'appuyer sur le plan de relance européen qui est en cours d'élaboration. Donc dans les prochaines semaines, il y aura des appels à projets, donc notamment une enveloppe de 32 millions d'euros pour l'enseignement numérique dans l'enseignement supérieur. Et donc là, l'expertise se trouve dans vos établissements ici, et donc c'est important que vous, avant de déposer les projets pour ces subsides, c'est à un moment donné de définir mais quel projet d'enseignement numérique on veut pour demain. Et je vois que c'est le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous n'avez pas attendu aujourd'hui, donc ça c'est vraiment un travail qui est très précieux. Justement, vous en parliez, on a Nadia Nafi avec nous à distance depuis le Québec. Je ne sais pas si on va la voir apparaître. Bonsoir, Madame Nafi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Laval et titulaire d'une chaire sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, une chaire financée par la Banque nationale du Canada. On parle beaucoup d'équité et d'accès au numérique. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est un fameux défi à relever, justement, pour qu'il n'y ait pas des étudiants qui soient laissés au bord du chemin. Ouais. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire bonsoir à toutes et à tous, et puis merci beaucoup pour l'invitation et pour m'avoir accommodé à distance. C'est un plaisir de me joindre à vous et à la discussion autour d'une réalité qu'aucune de nos universités pourrait passer à côté. Bien au contraire, on est là-dedans. Et puis, on doit répondre aux besoins de développement des compétences, que ça soit des compétences techniques ou humaines, de requalification de l'humain qui doit performer dans un marché de travail en pleine mouvance. Et puis, nous avons besoin d'atteindre un enseignement supérieur durable avec un modèle économique qui répond mieux aux besoins de nos sociétés post-Covid, où l'apprentissage tout au long de la vie est une nécessité, où la personnalisation de l'apprentissage est attendue, où l'équité, l'inclusion sont au cœur de nos pratiques. Et ceci pourrait l'être à travers l'utilisation critique, responsable et durable du numérique. En fait, plusieurs points, dont l'inclusion et l'équité, ont émergé dans les derniers mois dans nos discussions, que ce soit à l'Université Laval ou bien entre les différentes universités au Canada, autour de la stratégie numérique à adopter et puis ces défis, que ce soit en réfléchissant à comment nous pouvons nous transformer comme institution par le numérique et assurer à notre communauté une expérience riche, que ce soit virtuelle ou réelle. Est-ce que vous m'entendez? J'entends comme un bruit dans le fond, c'est correct? Okay. Aussi, on a repensé les espaces comme vos panélistes en parlaient,
parler que ça soit physique et virtuel et assurer l'alignement pédagogique entre les deux espaces, ce que mon collègue Didier Paclin nomme l'alignement pédagogique fimérique, donc vraiment l'espace physique et puis numérique, pour développer des compétences numériques de tous les membres de notre communauté et puis les inclure. Donc quand on parle équité et inclusion, c'est vraiment penser à inclure toute notre communauté, que ce soit étudiants, professeurs, personnels œuvrant à l'université. Nous avons aussi, et puis j'ai entendu parler des panélistes, vous êtes en train de vraiment parler de changement, mais nous aussi on a vécu la question de l'acceptabilité du numérique. Donc on sait toutes et tous que la pandémie de la COVID nous a imposé une transition très rapide, accélérée, mais elle n'a pas mené vraiment une acceptabilité de tout le monde quand on parle du corps professoral, surtout les personnes qui n'ont pas vécu une expérience positive. Donc, on a un petit groupe qui veut absolument retourner en arrière et puis ce qu'ils appellent les vieilles façons sans la technologie. Puis ça, c'est un vrai défi que nous sommes en train de voir parce que nous sommes, comme vous savez, en pleine transformation numérique et pédagogique. On doit préparer la main-d'œuvre de l'avenir qui demande la personnalisation et puis la diversification de l'expérience étudiante, qui demande, comme les panélistes ont parlé, de l'innovation dans les pratiques d'enseignement. Et puis, autre que la COVID-19, il y a plusieurs facteurs qui ont guidé ou bien qui sont en train de guider nos réflexions pour le futur de l'éducation. Donc, toute la préparation à ce qui s'en vient, que ça soit donc les concepts d'équité, diversité, inclusion, le bien-être et la santé mentale de nos étudiants aussi sont au cœur. Donc, les changements démographiques, économiques, les demandes de formation courte, rapide et flexible, la notion de compétences de futur, les avancées technologiques, que ça soit avec l'intelligence artificielle, les analytiques d'apprentissage, réalité virtuelle, augmentée, mixte et croisée, et puis autres. Et puis, pour vraiment penser à la question d'équité et puis la diversité, on est en train de revoir toute la question de l'aménagement des salles formelles et informelles d'apprentissage pour les rendre technologiquement riches, la formation du corps professoral aux différentes plateformes de collaboration et d'interaction synchrone et asynchrone, mais aussi un travail sur ce qu'on appelle la culture numérique, l'agentivité numérique de toute la communauté. Puis juste pour finir, et puis ça a mentionné ce qu'on est en train de faire à l'Université Laval, et puis c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas juste à cause de la COVID, mais ça a commencé depuis avant, c'est toute la question de la commodalité ou bien l'adoption du High Flex Model, qui est défini comme des sessions qui permettent aux étudiants de choisir vraiment les cours en face à face ou en ligne de manière synchrone ou asynchrone. Donc, cette modalité, cette formule, elle est très appréciée par nos étudiants parce qu'elle offre une flexibilité dans le temps et l'espace et puis soutient l'apprentissage dirigé par les étudiants avec des approches flexibles, des participations aussi flexibles d'apprentissage. Donc, dans ces formules-là, et puis ça a vraiment été une belle transition à cause de ceci. Durant la COVID, les étudiants et puis les professeurs étaient déjà prêts à passer d'un mode en présentiel à un mode en ligne. On avait le choix de l'apprenant. Donc, les étudiants peuvent choisir entre les modes de participation dans n'importe quel moment, vraiment dépendamment de leur disponibilité, de leur agenda. L'équivalence, donc toutes les activités qui sont présentes dans les modes de participation conduisent à des résultats d'apprentissage équivalents, pas nécessairement égaux. Il y a la question de la réutilisabilité. Donc, tous les artefacts d'apprentissage concrets peuvent être utilisés par tous les étudiants et les étudiantes. Et puis, la question d'accessibilité qui inclut, et puis comme aussi a été discuté par les panélistes, qui va au-delà de l'accès équitable à la technologie, et des connexions Internet efficaces et des bandes passantes stables, mais aussi les compétences technologiques des apprenantes et des apprenants pour performer dans tous les modes de participation. Donc, une équité dans la participation grâce au numérique. Nous sommes en train de passer de l'enseignement de distance d'urgence à l'inévitable transformation numérique à long terme des établissements d'enseignement. Et puis, cette approche du High Flex aide à aboutir à un apprentissage adaptatif, personnalisé, équitable et surtout plus humain. Et pour finir, je veux juste mentionner que pour pouvoir passer à cette transformation-là, nous, on est vraiment en train d'investir de plus en plus dans nos
services de soutien à l'enseignement parce que c'est eux qui, durant la COVID, étaient les premiers intervenants pour aider le corps professoral et les étudiants à passer à travers cette transformation-là, mais aussi continuent jusqu'à ce qu'on puisse passer à l'adoption du numérique. Et puis vraiment, comme ça a été discuté, c'est pas juste utiliser le numérique, mais vraiment l'utiliser d'une façon critique, responsable et intelligemment pour assurer une expérience d'apprentissage pour les étudiants, pour les préparer pour le futur de l'avenir. Merci. Du travail. Merci Madame Nafi, merci beaucoup et vous intervenez quand vous voulez. Si vous voulez intervenir, vous faites un petit message et alors on revient vers vous. Vous avez résumé pas mal de pièges dans lesquels finalement il ne faut pas tomber. Le premier que je retiens, c'est celui de la santé mentale des étudiants. On parlait tout à l'heure de l'hygiène du numérique. C'est vraiment quelque chose de très important. L'addiction au numérique, c'est un fameux piège. Oui, tout à fait, mais j'ai eu le plaisir de participer à un groupe de travail de l'ARES sur le sujet qui avait pour mission de formuler quelques recommandations à l'attention des établissements d'enseignement supérieur. C'était une tâche assez compliquée. Une des recommandations, c'est d'inviter les établissements d'enseignement supérieur à organiser des groupes de travail pour éditer des chartes chacun localement, parce que comme dans l'entreprise, il est très difficile d'énumérer des règles qui auraient qui seraient valables pour toutes et pour tous. C'est éminemment contextuel. Le droit à la déconnexion, on en parle beaucoup, mais ça peut être aussi une source de stress dans certains contextes professionnels. Et donc c'est une invitation que l'ARES devrait formulé et je pense que le travail a déjà commencé ici. Et à titre personnel, je pense que l'établissement de chartes et de règles de bonne pratique, c'est effectivement quelque chose qui est de nature peut-être à inspirer ou en tout cas à permettre d'avoir un certain nombre de garde-fous en tête. Mais malheureusement, je pense que tant qu'on n'a pas franchi la ligne rouge, on ne sait pas où elle se situe et elle n'est pas au même endroit pour tout le monde. Et donc je pense qu'il faut expérimenter par moment le dépassement de certaines limites pour réaliser où elles sont. Et quand je parle de dépassement de limites, je parle par exemple de surcharge cognitive. Hein. Je parle aussi de la surexposition aux écrans. Et c'est quand on a vécu ou mal vécu certaines situations qu'on est capable de trouver l'équilibre qui nous convient à soi. Finalement, l'addiction aux écrans, c'est un peu un argument pour ceux qui veulent un retour en arrière, dont parlait Madame Nafi. C'est quelque chose auquel que vous constatez aussi en Suisse, à Paris. C'est dans vos politiques que vous menez, vos stratégies que vous mettez en place. Si vous permettez, je pense que la question de l'hygiène, elle est importante, mais Prenez bien le micro. Il y a une autre dimension qui est aussi importante, c'est la question de l'éthique. La question de la vie privée, la question de la protection des données dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Tout à l'heure, on parlait de ces espaces connectés et je pense que c'est une belle métaphore de connecter les espaces d'apprentissage. Mais la question d'éthique, elle est aussi importante. C'est comment protéger nos données de façon à ce qu'on soit les détenteurs de nos données, parce que nos données sont partageables, parce que nos données sont accessibles, parce que nos données peuvent être partagées avec des entreprises, parce qu'on est dans un apprentissage tout au long de la vie, qu'on va partir dans une formation, revenir à l'université, aller au marché du travail, etc. Donc il y a toute la question de la protection des données et de l'éthique, je dirais, autour du numérique, qui est une question importante sur laquelle nous travaillons au niveau de l'UNESCO. Nous travaillons sur l'éthique de l'intelligence artificielle, parce que c'est une question qui se pose à nous. La question de l'éthique sur les données des apprenants, la protection surtout des enfants, mais pas que. Et puis, il y a, je pense que le point que vous avez mentionné sur quelle est la finalité du numérique, et moi je voudrais placer un peu la finalité un peu plus large. Tout d'abord, il faut qu'on insiste sur le partage et la solidarité. Et c'est à travers, par exemple, les ressources éducatives libres. Est-ce que l'université est en train d'investir
sur les ressources éducatives libres, parce que c'est ce qui permet de collaborer et de partager. Est-ce qu'on travaille sur la question du partage des publications et de ressources, parce que le numérique le permet. Et nous travaillons sur une recommandation sur les open science, donc l'ouverture des sciences. Donc il faut travailler aussi sur ces questions, je dirais, qui vont au-delà d'une université particulière, mais qui inscrivent l'action du numérique en termes de participation au niveau international et au niveau de la communauté, etc. Et pour terminer, c'est un moment de choix, mais c'est aussi un moment d'investissement. Et je pense que ce que vous avez mentionné sur l'investissement dans l'enseignement supérieur est très important. Les plans de relance, ce sont des plans de relance qui n'arriveront pas, encore une fois, en tous les cas, dans les prochaines années. Donc c'est une occasion d'investir dans le futur. Et investir dans le futur, c'est investir dans l'éducation. Et malheureusement, nous constatons au niveau international que les allocations allouées à l'éducation dans les plans de relance sont à peu près à 2,7%. Donc nous, en termes de plaidoyer, au niveau des politiques, c'est de dire l'éducation, ce n'est pas uniquement pour aujourd'hui, c'est aussi pour le futur, c'est pour le développement durable, c'est pour le futur des générations. Et donc, il faut investir. Mais un investissement qui soit, je dirais, approprié par rapport aux besoins, puisque les besoins vont évoluer. Et Madame parlait on va avoir des vagues de technologies. Monsieur parlait des compétences numériques de DigiCamp. Nous, on a développé les compétences internationales du numérique. Mais il y a 2 années, on ne parlait pas des compétences de l'intelligence artificielle. On ne parlait pas des compétences autour de la protection des données. Donc, ce sont des vagues et je pense que le maître mot, c'est l'agilité. Ce n'est pas uniquement la résilience, c'est l'agilité, c'est comment on va répondre et agir de façon à ce qu'on soit prêt à confronter ces défis dans une perspective d'inclusion, d'équité et de développement durable. Agilité et politique sur le long terme, ce n'est pas toujours 2 mots qui vont bien ensemble, si. Pourquoi pas. Je voulais rebondir quand vous avez abordé l'aspect du partage des ressources éducatives libres. La crise ici nous a forcé à penser nos dispositifs pédagogiques de manière parfois déstructurée, mais ça a mis aussi un phénomène en évidence et qui me semble assez intéressant. C'est qu'on a vu à un moment donné se désolidariser la conception des supports de cours, la réalisation de l'enseignement, l'encadrement des cours et les évaluations, qui souvent aujourd'hui sont centralisées par une seule personne. Et ici, on a vu à un moment donné, parfois parce que tous les enseignants n'étaient pas prêts à basculer dans le numérique, des enseignants ont partagé leurs cours, leurs ressources de cours. Ça pose la question, à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux partager les expertises à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou à l'échelle internationale? J'ai vu certains étudiants parfois se tourner pour leurs cours, imaginons de statistiques, dire « Ah, mais j'ai vu, ils ont mis en cours en ligne pour le Covid à l'université de Lausanne, par exemple. » Eh bien, j'ai été suivre ce cours-là et ça m'a aidé pour mon cours ici. Ça, c'est déjà une chose. Donc, le cours peut être aussi après mutualisé. Et puis, parfois, parce que justement, un enseignant était, imaginons, touché par le Covid et était indisponible. Comment le cours allait se donner? On a vu des établissements emprunter des cours en ligne ailleurs en Fédération Wallonie-Bruxelles ou ailleurs dans le monde, ce qui a permis une continuité des apprentissages, mais aussi de donner accès aux étudiants vraiment à des expertises auxquelles ils n'auraient pas eu accès précédemment. L'encadrement, ça reste quelque chose, je pense, qui reste essentiel et où garder ce contact avec les étudiants me semble essentiel. Et après, l'évaluation à distance. Ici, à nouveau, on a eu la problématique, par exemple, des étudiants internationaux qui ont dû retourner dans leur pays, qui n'ont pas pu revenir, qui ont dû faire leurs examens. Tout d'un coup, maintenant, on se dit aussi, pourquoi pas un Erasmus digital, où on va suivre un semestre de cours ailleurs en Europe ou dans le monde, pouvoir rester ici, combiner une vie de famille, un emploi. Donc c'est aussi un facteur, je
d'éthique sociale et d'accessibilité à l'enseignement supérieur. Donc je pense qu'on a ici vu toute une série d'exemples qui nous donnent des nouvelles opportunités, je pense, à saisir pour l'enseignement supérieur. Madame Nafi, vous vouliez réagir? Oui. J'ai regardé mon micro. Oui, absolument. Donc, je voulais retourner à la santé mentale, mais avant, c'était la question d'agilité, absolument. Et puis, ce qu'on parle beaucoup aussi, une des compétences qu'on essaie de développer chez nos apprenants, c'est la question d'adaptabilité. Donc, le marché du travail est en train de bouger d'une façon énorme avec la transformation numérique. Et puis, une des compétences énormes qu'il faut absolument développer à travers le numérique aussi, c'est la question d'adaptabilité. Et puis que nos étudiants puissent être prêts pour un marché de travail qui est dans la transformation numérique. Mais retournons rapidement à la question de la santé mentale. Et puis ce que je voulais dire quand je parlais de la santé mentale, c'était pas vraiment la question de l'addiction, d'être addictif à l'écran, mais plutôt la compréhension des attentes. Parce que l'anxiété venait du fait que maintenant qu'on est tout le temps connecté et puis on peut avoir accès à n'importe quel moment, de n'importe quel endroit, c'est comme si les étudiants, et puis pas juste les étudiants, mais aussi notre corps professoral, nos personnels, c'est comme si on devait tout le temps être prêt à répondre et puis on pouvait pas se déconnecter. Et puis ça vraiment, ça a affecté leur performance et puis ça le rendait très anxieux. Et puis il y avait cette discussion concernant les possibilités à travers le numérique. Et puis quand on parle de quelque chose qui est des communications en asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire asynchrone? Ça veut pas dire que vous devez être prêt tout le temps à répondre, mais vraiment donnez-vous le temps pour être prêt et puis pour communiquer dans ces communications-là. Donc c'est vraiment toute la compréhension des interactions en ligne. C'est quelque chose que on est en train de discuter avec vraiment toute la communauté pour qu'on puisse bénéficier de ce que le numérique est en train de nous donner. Donc la santé mentale, ça vient aussi de cette anxiété qui est posée du fait que on est toujours connecté. Et puis, comme a été discuté, mentionné tantôt, que la déconnexion, on a le droit de le faire, mais est-ce qu'on le fait? Et puis, il y a toujours ces attentes. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Donc, ça, c'était la petite intervention que je voulais faire. Merci pour vos précisions. Moi, j'avais une question, je ne sais pas qui veut y répondre, mais est-ce que finalement, il y a un peu des universités qui se lancent dans une compétition de qui aura le meilleur dispositif numérique? Est-ce qu'au final, entre les universités, il y a ce genre de compétition qui est lancée? Alors, c'est branché, oui. Je pense que ce que la période Covid a démontré, c'est qu'il y avait une grande solidarité. Jean-Pierre, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés dans des collaborations en ligne d'échange avec d'autres collègues, et donc je pense que ces nouvelles sont un peu tombées. C'est plutôt l'inverse. Par contre, je voulais réagir un petit peu sur ce qui était dit avant. Il y a deux niveaux de numérique. Il y a les compétences transverses que M. Balancier mentionnait, qui sont des compétences du citoyen, que vous avez mentionné au niveau de l'UNESCO, mais il y a aussi des compétences qui sont disciplinaires. Et en fait, tous les gens dans cette salle, dans vos domaines de prédilection, que ce soit en lien avec la recherche ou l'enseignement, il y a une place du numérique qui fait que vous avez une réflexion sur la manière de voir votre matière. L'imagerie médicale a révolutionné la médecine et peut-être en psy de la santé, on connaît Anne-Marie aussi qui a fait des choses extraordinaires sur les thérapies phobiques. Donc il y a une place du numérique pour la pratique professionnelle, pour la recherche et pour l'enseignement. Il faut bien l'identifier et lier le lien qui existe avec l'enseignement. Maintenant, on a souvent tendance à mettre en œuvre de l'innovation numérique sans se poser la question de la nécessaire formation de nos étudiants à ça. Et donc, c'est là qu'intervient cette notion de compétence digitale. Alors, c'est bien de mettre à disposition, le MIT en 1990, OpenCourseWare, mettait tous leurs cours à distance, à disponibilité, mais un syllabus, un PowerPoint n'a pas de sens sans un encadrement pédagogique. Et donc, il faudra plutôt voir les endroits où il n'y a pas ces contenus qui puissent en profiter, mais qu'on puisse justement former pédagogiquement les gens à devenir plus des encadrants pédagogiques que des enseignants de contenu. Mais en tout cas, il y a cette question de se dire qu'à chaque fois que je veux mettre en place une innovation numérique, il faut que je réfléchisse quelles sont les compétences que je dois développer chez mes étudiants pour qu'ils puissent, de manière sensée, les utiliser. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a pléthore de savoirs qui sont disponibles partout, mais on a des étudiants qui ont un problème de regard critique sur les contenus, de surconsommation, ou en gros, comment je regarde une vidéo pour retenir quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, il y a cette... Oui à l'Open Education Resources, oui à l'Open Science, et on est ici dans une université qui était précurseur de ce domaine-là aussi, mais il faut constamment se poser la question des compétences qu'on veut que nos étudiants maîtrisent pour se servir correctement de ça dans un cursus universitaire, et se poser la question de celles qui n'ont pas besoin d'être développées.
On a beaucoup de gens qui sortent d'un cursus universitaire, qui rentrent dans l'entreprise, qui ont des formations, et donc peut-être que certaines compétences digitales, on n'a pas besoin de s'en inquiéter à l'université, parce qu'on sait très bien quand on rentre dans le milieu professionnel, c'est prêt pour le faire. Donc voilà, mettre en place des dispositifs et toujours se poser la question de comment on veut apprendre à nos étudiants à les utiliser avec cohérence dans une réflexion de cursus universitaire. Et il n'y a pas que les étudiants, j'imagine qu'il y a aussi les professeurs qui... Oui, il y a aussi les professeurs, mais je reviens quand même sur les étudiants aussi, alors, pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'il n'y a pas que les compétences numériques qu'il faut développer, il y a aussi des compétences autres, transversales, qu'il faut aussi développer chez nos étudiants. Parce qu'en fait, ce que l'on a vu avec cette pandémie, finalement, c'est qu'il y a des compétences qu'on a un petit peu oubliées, celles du temps long, celle de la pensée, celle de la création. Donc je pense qu'il y a aussi à développer chez nos étudiants, finalement, ce double aspect de compétences numériques, d'agilité à les utiliser, mais en même temps d'esprit critique, de savoir chercher les bonnes sources de données, de vérifier les faits, et aussi savoir construire sur le temps long. Ça, du côté je pense des étudiants, il y a une palette de compétences transversales peut-être un petit peu plus large à développer. Puis côté des enseignants, il faut aussi être dans le développement professionnel des enseignants. Et on revient aux fondamentaux. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une question de numérique, c'est une question de pédagogie, avant tout. C'est quel type de pédagogie je veux faire passer. Le numérique est un moyen puissant, mais peut être un moyen inadapté si on l'utilise à mauvais escient, mais par contre très puissant si on l'utilise correctement. Donc la réflexion pour l'enseignant et la formation qu'on peut apporter autour des enseignants, c'est finalement quelle stratégie pédagogique il veut mettre en œuvre, quel cursus il veut développer, quelle modularité, quelle individualisation, comme disait notre collègue canadienne, on veut donner. Et à partir de là, se pose la question des outils à choisir. Elle doit se poser après. Par contre, le rôle de l'université, c'est de fournir une palette d'outils qui soit la plus simple à utiliser par le grand nombre des enseignants. C'est la question des 80-20 dont on parlait cet après-midi. Le rôle de l'université, c'est de fournir des outils finalement de base que tout le monde pourra utiliser, enseignants, étudiants, simplement, avec le support, la formation, l'accompagnement, l'appui à l'enseignement. Puis après, ceux qui voudront aller plus loin, ils pourront aller chercher d'autres choses. Mais la vraie question de la formation des enseignants, c'est la pédagogie. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du retour d'expérience finalement de ce qu'ont fait les enseignants. Peut-être pas dans la phase d'emergency learning, le premier semestre où il a fallu passer massivement en ligne, mais toute l'intelligence que certains enseignants ont développée dans la reconstruction de leurs cours sur l'année dernière, puis le début de cette année. Je pense qu'il y a capitalisé et il y a beaucoup de partage d'expérience à faire. Et la première étape pour moi, c'est vraiment de faire parler les enseignants sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils peuvent partager avec leurs collègues de manière à construire et co-construire finalement des bonnes stratégies que finalement les bonnes pratiques vont pouvoir donner aux uns et aux autres. En fait, il y a un point qu'il faut insister, l'université, elle n'est pas seule. Elle s'inscrit dans un écosystème. Et c'est là où il y a aussi un défi. Et c'est important d'avoir, par exemple, les acteurs locaux, d'avoir le ministère, mais également d'avoir des opérateurs économiques, puisque la technologie, elle est aussi portée par les startups, elle est portée par d'autres acteurs. Et donc, une perspective, elle doit être une perspective d'écosystème qui comprend l'université, mais qui comprend d'autres acteurs et les liens entre l'université et ces acteurs. Et nous avons observé que dans certains pays où l'écosystème est favorable, il y a une éclosion des expériences, des investissements. Il y a aussi une compétition, malheureusement, vous l'avez dit. Il y a des pôles de ce qu'on appelle le tech aujourd'hui. Londres, Paris, Sydney, bien sûr les États-Unis avec différentes pôles. Donc il y a aussi ce risque, si on ne crée pas l'écosystème local, d'être consommateur et non pas producteur de ce savoir et de le partager. Et donc, c'est le rôle des décideurs politiques, c'est le rôle bien sûr des recteurs, mais aussi c'est une compréhension de cette dynamique qui nécessite une multiplicité d'acteurs et qui nécessite un écosystème qui fonctionne et qui est efficace dans son action.
Et je pense que c'est un élément important dans les décisions qui se font au niveau de l'université ou au niveau d'une région quelconque. Et le risque, en tous les cas de notre perspective, c'est qu'on veut que chaque pays, chaque université participe à cette production internationale, mais non pas devenir des consommateurs de ce qui est produit ailleurs. C'est un défi, rester à la pointe au niveau des universités? Tout à fait, et je dirais par rapport à cette cohérence avec un écosystème, ça me paraît important et c'est un point, je pense, d'attention qu'on doit avoir dans nos institutions, dans les établissements, dans la société civile, parce que on sort, on l'a dit, d'un rythme de crise où chacun a fait au plus vite, au mieux, par rapport à des besoins qui sont urgents ici aujourd'hui, mais penser une stratégie cohérente de développement régional, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc ça, je pense qu'on doit être attentif, chacun, à nouer cette cohérence. Par exemple, on a en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur Liège, justement, on a un pôle d'excellence en aérospatial. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir et des spécificités, des outils à développer en lien avec ces thématiques pour qu'il y ait un effet de convergence et de renforcement des politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de désynchronisation quand on sait que les technologies évoluent tellement vite et un projet peut prendre en parallèle sur le long terme un peu plus de temps? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de désynchronisation à ce niveau-là? Tout à fait. Et on estime en général aujourd'hui, quand il y a une innovation qui sort, que le temps avant que ça arrive sur les marchés est d'à peu près 6 mois. Créer une nouvelle formation, aujourd'hui, en général, quand on demande une habilitation pour un nouveau master, on est parfois dans des délais d'1 an et demi. Et donc, il y a un besoin d'avoir des structures alternatives, plus souples. Il y a de plus en plus de collaboration au niveau intra-francophone entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, les régions bruxelloises et wallonnes, pour pouvoir avancer à différents rythmes. On l'a dit, il y a des compétences notamment transversales où on investit dans la formation de nos étudiants pour toute leur carrière, bien qu'on doit souhaiter qu'ils puissent se reformer à tout âge. Mais donc on doit à la fois travailler sur le temps long et à la fois savoir répondre aux défis du court terme. Madame Nissens, on parle beaucoup aussi de la surpopulation des auditoires. On sait que les chiffres ne font qu'augmenter. On les entendait encore à la radio tout à l'heure. C'est des chiffres plus 5%, je crois, cette année. 10%. 10%, voilà, c'est le double. Est-ce que c'est une réponse, le numérique, à cette surpopulation ? Je ne souhaiterais pas que ça soit la réponse à cela. Non, certainement pas. Ça peut être une des réponses, mais de manière structurelle, nous devons envisager la surpopulation dans un auditoire autrement, c'est-à-dire comment répondre à cette envie et ce souhait d'éducation des jeunes, parce qu'il est là, donc on ne va pas leur dire non. Pour moi, l'université, elle est ouverte au plus grand nombre. Et je rejoins vraiment cette philosophie de l'éducation ouverte à tous. Maintenant, à un moment, on étouffe. On voit les étudiants sur les marches et après, on s'étonne qu'ils ne reviennent plus le 2e ou 3e cours. Mais on ne peut plus. Donc il faut évidemment repenser à la construction de nos auditoires. On est dans une magnifique salle, vous le voyez, mais est-ce qu'elle est adaptée ? On peut se poser la question. Il faut repenser l'architecture, il faut repenser à comment est-ce qu'on donne cours et à quel moment est-ce qu'on doit donner cours en présentiel. C'est cela que je dis depuis... Ce n'est pas la crise, puisque cette réflexion, elle était déjà portée avant la crise, lorsqu'on parlait de réalité virtuelle, de la simulation, qu'on utilisait déjà dans certaines niches, évidemment, notamment en médecine. Maintenant, on l'utilise en psycho, on l'utilise en droit, on l'utilise dans toutes les facs. En fait, la simulation est présente d'une certaine manière. Et la crise, en fait, je pense, nous a permis de prendre conscience des difficultés. Et la surpopulation, pour moi, doit être abordée de manière systémique. Et elle ne peut se faire qu'en regardant l'écosystème dans lequel on est. Il y a différents types de formations. L'université propose une offre de formation.
mais elle n'est certainement pas la seule. Comment valoriser l'université, comment valoriser d'autres formations à côté et comment faire interagir l'université avec cet écosystème. Je pense qu'on ne pourront pas adapter nos formations, et on a parlé du développement des compétences que recherche l'industrie. En fait, nous ne pourrons pas faire évoluer nos formations si nous n'interagissons pas avec l'extérieur au niveau local, national et international. Et c'est cela notre défi aussi. Le numérique, en fait, va peut-être faciliter ces interactions avec le monde, avec le national et au niveau régional, mais ça ne peut pas être la réponse à la surpopulation. C'est une réponse, une partie de la réponse en tout cas, mais pas toute la réponse. Madame Nafi, je vous revois. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste partager ce qu'on fait ici au Canada, que ça soit avec la COVID, qui a été vraiment accélérée et puis additionnée avec la COVID. Mais on a commencé avant, on a ce qu'on appelle l'Université Canada. Donc, c'est vraiment un regroupement de toutes les universités au Canada qui, on a des rencontres entre les recteurs et les rectrices pour réfléchir ensemble. Donc, c'est quand on parle d'écosystème et on parle de comment vraiment tous ensemble aborder les différents défis auxquels on fait face. Nos universités sont en train d'interagir ensemble et puis vraiment d'avoir ces discussions continuelles, mais vraiment ensemble. Et puis, avec la COVID, on est devenus encore plus soudés pour voir comment on va avancer ensemble. En parallèle, on a aussi un regroupement des directeurs des services de soutien à l'enseignement qui, eux, de leur côté, aussi réfléchissent au numérique et puis comment vraiment accompagner les enseignants. Pourquoi? Parce que à Québec et puis au Québec, on a appris une leçon qui était vraiment très dure. C'était lors où on a tous adopté les tableaux numériques blancs. On a mis les budgets pour cette technologie-là et puis c'était partout dans nos classes, que ce soit dans les universités, dans les cégeps, etc. Et puis la formation pour utiliser d'une façon pédagogique vraiment ces outils-là n'était pas présente. Donc ça, c'était une leçon qu'on a appris et puis depuis, on travaille vraiment en collaboration pour avancer. L'autre défi que j'aimerais venir avec, c'est la question de la place de nos universités présentement dans ce milieu de travail et puis dans cet écosystème où l'apprentissage est en continu, bien sûr, et puis où on voit la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain n'est pas nécessairement en train de se diriger vers nous, mais en train de se diriger vers les formations rapides que des grosses compagnies sont en train de créer pour faciliter l'apprentissage et puis vraiment entrer et puis intégrer le milieu de travail. Donc, on a aussi cette compétition qui est énorme parce que notre façon de faire et puis nos programmes qui sont traditionnels doivent vraiment bouger et puis on doit repenser qu'est-ce qu'on est en train d'offrir quand on parle d'offres de formation à ces personnes-là, parce qu'on a un groupe qui est vraiment là, n'est plus intéressé par vraiment d'étudier à l'université, mais aller chercher ses crédits, etc., à l'extérieur, à travers ces différents organismes qui sont en train de présenter ces formations. Donc, et puis encore une fois, à travers le numérique, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer ces formations-là? Donc ça, c'est une autre réflexion qu'on est en train d'avoir dans nos universités ici. Merci beaucoup. Monsieur Vananaki, j'avais encore une question. Est-ce qu'on parle beaucoup d'université ici, mais est-ce que la réflexion est la même pour les hautes écoles, par exemple, ou elle est différente? Oui, complètement. On évoque... Excusez-moi. On évoquait des chiffres en début de présentation. Par exemple, dans les établissements de promotion sociale, seul un étudiant sur 13 a accès à du matériel informatique dans son établissement. Donc c'est largement insuffisant. La situation est un peu meilleure dans les hautes écoles. Elle est aussi problématique dans les écoles d'art. Et donc c'est vrai que dans le plan de relance européen, souvent, le financement est prévu par étudiant. Pour les écoles d'art, on a mis un plafond minimum parce qu'on voit bien qu'à tous les niveaux, mais surtout à ce niveau-là, il y a un besoin criant de développement.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un va encore ajouter quelque chose ou sinon on passera aux questions peut-être. Je ne sais pas si vous... Allez-y. Parce qu'on est à la fin des questions qui fâchent, parce qu'on ne les a pas abordées. Je pense qu'il y a au moins 2 questions importantes sur lesquelles il faut se pencher sérieusement. La première, c'est le changement de l'activité de l'enseignant et l'impact du numérique sur la fonction enseignante. Aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde dit « Ah non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'enseignant ». Certes, mais elle va affecter le métier de l'enseignant. Donc, je pense que cette réflexion sur le rôle de l'enseignant, sur l'importance de l'approche pédagogique, et donc de ne pas tomber, ce que disait tout à l'heure le professeur Pirotte, sur le fan club de la technologie est important. Mais quand même, il faut admettre que le métier de l'enseignant va évoluer, est en train d'évoluer et ça a des implications sur la préparation des enseignants, sur la formation continue, sur leur accompagnement, sur leur certification et leur qualification. C'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est que, et Madame le mentionnait tout à l'heure, la réalité c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une diversification de l'offre, des certifications de type micro-credentials, de type badge, etc. Et la réalité c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas sur l'assurance qualité, sur leur contenu, sur les résultats d'apprentissage. Mais il y a des certifications qui sont très intéressantes. Et donc, c'est comment gérer ces parcours dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, comment reconnaître ces certifications qui interpénètrent les parcours du supérieur, qui interpénètrent les certifications classiques de diplômes de 4 ans, de 3 ans, de LMD, etc. Donc ce sont des questions qui se posent sérieusement et ce sont des questions qui fâchent parce que ça touche à la certification je dirais, solide, stable, qu'on connaît, qu'on comprend. Et on va sur une sorte de diversification, une jungle où on ne sait pas très bien le bon du mauvais. Mais il y a du bon. Et donc, il faut aussi en tenir compte dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, puisqu'on est en train d'apprendre et on veut valider, certifier nos compétences, parce que ça permet d'entrer sur le marché du travail, d'évoluer sur le marché du travail, de gagner plus sa vie ou d'évoluer dans sa carrière, dans même son self-esteem, puisque une certification, ce n'est pas uniquement un élément économique, c'est aussi un élément social. Si j'ai un diplôme, je suis reconnu, je me reconnais, je suis reconnu par ma famille, par ma société, par ma communauté. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, qui sont des questions qui sont, je dirais, qu'il faut regarder d'une manière sérieuse, mais ça va affecter également l'université, l'éducation en général. Madame Nissen, vous vouliez... Oui, pour compléter, je pense que c'est important que nous avons créé beaucoup de choses pendant la situation de crise. Et aujourd'hui, il faut expérimenter et évaluer. Évaluer comme quand on fait de la recherche, en fait. Nous sommes dans la recherche de l'enseignement ici et nous devons faire des expérimentations et voir les impacts au niveau de l'apprentissage de l'étudiant, au niveau du métier pour l'enseignant et au niveau de la qualité globale. Et certainement inclure aussi, je pense, l'impact pour l'industrie, le monde qui nous entoure et la vie sociale. Donc cette évaluation, elle est multicritérielle et on doit la mettre en place. Nous ne pouvons plus continuer à créer sans évaluer les pratiques que l'on met en place. C'est compliqué, c'est vraiment, je pense que c'est un challenge, et je pense d'ailleurs qu'au niveau de la politique, on nous demande des évaluations, mais comment créer des évaluations qui sont acceptées, qui ont un sens pour les étudiants et pour les enseignants, et non pas remplir des checklists pour être en ordre de l'évaluation. L'évaluation, elle doit être formatrice pour nous aussi et pour les étudiants et ne pas simplement être un label de qualité qu'on va chercher. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de facultés, en fait, on va chercher des accréditations, on va chercher des certifications et on se demande quel est l'impact de cette accréditation sur les pratiques au quotidien. Et c'est ça qu'il faut mettre en place, je pense, de manière plus rigoureuse au sein de notre institution
et nos institutions en général. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose, auquel cas on peut passer à quelques questions. Si vous en avez, c'est le moment. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. C'est toujours le premier pour lequel c'est le plus difficile. Non, visiblement, c'était limpide. Ah, voilà, il y en a quand même un. Voilà, en tout cas, merci. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Enfin, je suis très content d'être venu. Christian Hansen, j'étais enseignant à la faculté vétérinaire jusqu'il y a 3 ans. Là, on m'a remercié, on m'a dit que j'en avais fait assez. Et donc, je suis passé à d'autres jeux. Et je regrette une chose, c'est de ne pas être né 50 ans plus tard. C'est-à-dire que ça m'a permis d'aller de découverte en découverte. Et la soirée ici m'a conforté dans l'idée que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il y a une notion sur laquelle je voudrais, juste une parenthèse, on n'a pas assez insisté, et il ne faut pas le négliger. De temps en temps, le mot économie est ressorti. C'est sûr que le mal-être n'a pas été vécu par tout le monde. Il y en a qui ont bien vécu et qui vont continuer à vivre de mieux en mieux. L'acronyme GAFA est bien connu. Donc, de ce côté-là, ils n'ont pas eu à se plaindre, effectivement, du changement qu'on est en train de prendre. Peu importe. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que le mot enseignant est souvent revenu. On parle d'enseignant, mais c'est cacher une certaine réalité. En fait, des enseignants, des vrais purs et durs, qui se consacrent à temps plein à la transmission, au partage, à l'ouverture des portes, il n'y en a pas tellement. Je crois que le terme enseignant-chercheur conviendrait mieux. Et donc, le problème, effectivement, de ces implications numériques, de ce développement, de ces apprentissages bien nécessaires, nécessite du temps. Du temps à y consacrer. Et quand on consacre du temps à se former au numérique, c'est du temps en moins qu'on peut consacrer à assumer un CV seul garant d'une progression dans la carrière. Vous m'avez compris? Vous êtes un peu d'accord avec moi? Un tout petit peu? Qui n'est pas d'accord? Et donc, ça me semble effectivement important. Et donc, moi, j'ai été très content d'être pensionné parce que j'ai pu faire maintenant ce que je n'avais pas eu le temps de faire avant. En l'occurrence, des formations à distance. Pour les gens du Nord, mais aussi pour les gens du Sud. Parce que ceux-là non plus, il ne faudrait pas les oublier, je dirais, trop vite. Et Dieu sait s'il y a énormément, et M. Chacroux ne va pas me contredire, énormément d'investissements qui sont faits en matière de numérique en Afrique. Mais le numérique n'est pas tout. Je crois que ce dont ils ont besoin, dans mon domaine, en tout cas je le vis, dans le domaine de la médecine vétérinaire, ils ont besoin effectivement de compétences pour leur futur vétérinaire. Je ne parle pas que des vétérinaires, bien entendu. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre question. Monsieur Berthet, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur la notion finalement de compétence des enseignants et du métier de l'enseignant. Jusqu'à assez récemment en France, en fait, la carrière de l'enseignant-chercheur était évidemment très basée sur la recherche. Il y a eu un effort très très fort qui a été fait sous l'impulsion de mon ami Philippe Lal, qui était au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est d'avoir revu finalement quelles étaient les compétences attendues du métier de l'enseignant, avec des compétences de 3 domaines, celles qui sont liées à l'enseignement, celles qui sont liées à la recherche et celles qui sont communes aux deux. Et ce référentiel-là a été maintenant mis en avant et il y a une formation obligatoire pour tous les jeunes maîtres de conférences maintenant en France sur la partie formation. Et une prise en compte aussi des réalisations pédagogiques et l'innovation pédagogique dans la carrière de l'enseignant. Donc il n'y a pas que le facteur recherche qui est pris en compte, mais petit à petit, on commence à voir que l'importance du facteur pédagogique dans la carrière de l'enseignant, ça se traduit même en termes de grade, de professeur d'université ou de maître de conférence en France, clairement sur l'implication pédagogique des enseignants. Donc il y a quand même une transformation qui est en train de se mettre en place.
Ce qu'on a peut-être vu avec la pandémie aussi, c'est que finalement, les enseignants qui ont consacré du temps à leurs enseignements ont pu aussi dégager du temps pour la recherche parce qu'ils avaient moins de déplacements, ils avaient peut-être moins d'administratifs à faire et qu'ils ont peut-être pu écrire un peu plus au niveau de la recherche. Nous, on a des chercheurs qui ont beaucoup plus écrit cette année que les années précédentes. Donc je pense qu'il y a de nouvelles frontières à trouver et que le métier de l'enseignant-chercheur, il faut qu'on arrête de parler de charge d'enseignement parce que c'est on charge et qu'il faut redonner un équilibre dans la partie recherche et la partie enseignement. Mais c'est en train d'arriver. Monsieur, vous vouliez intervenir? Moi, c'était pour abonder dans le sens de monsieur dans une autre vie, dans ce cadre-là, justement, où j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà monsieur Balancier, qui était l'installation des salles cybermédias dans les écoles secondaires où j'étais enseignant à l'époque. Installer les ordinateurs, ça nous a pris une semaine dans les salles. Le présenter aux enseignants, une semaine. Arriver à avoir, sur une école avec 80 enseignants, arriver à avoir 10 enseignants qui les utilisent, 3 ans. 3 ans de bénévolat, d'accompagnement des enseignants, aller dans leur classe avec eux, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les aider à construire leur dispositif. Sans ça, c'est l'échec. Heureusement, je suis heureux de voir que dans le plan de relance, justement, ici au niveau du numérique, la plus grande part parmi les différents volets est consacrée à l'encadrement et à l'accompagnement des enseignants, plus que sur l'achat de matériel numérique en tant que tel. Je pense que c'est incontournable. Sans ça, je ne vois pas de réussite possible. Ce serait du gaspillage d'argent public dans du matériel qui ne servira à rien. Madame Nafi. Oui, rapidement, merci beaucoup pour cette intervention parce que c'était vraiment un défi auprès de notre corps professoral aussi. Et puis, ce qui s'est passé durant la COVID, c'était une réaction immédiate des universités chez nous. Ils ont arrêté l'évaluation des cours parce que pour pouvoir innover et puis vraiment aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude et puis expérimenter avec le numérique et puis ne pas juste faire une transmission de connaissances et puis vraiment copier ce qu'on faisait dans nos cours en présentiel. On devait expérimenter, puis les professeurs n'étaient pas certains de comment aborder ceci. Puis la question de l'évaluation des cours, c'est comme ça faisait peur parce que ça vient et ça reste dans nos dossiers. Donc le fait d'enlever ceci, ça a donné une liberté. Donc ça c'est d'un côté. Et puis ce que ça a été discuté là présentement aussi, de notre côté, il y a eu à cause de la COVID comme des recommandations de partout du fait que l'enseignement doit maintenant prendre une place, vraiment avoir le poids de la recherche. Parce que chez nous aussi, les dossiers, c'est recherche, enseignement et puis service à la communauté. Donc, d'habitude, l'enseignement, c'était vraiment mis de part et puis c'est vraiment la recherche et puis le service. Alors que maintenant, l'enseignement, il est remis à l'avant, surtout qu'on a vu l'impact d'un enseignement qui peut vraiment avoir des expériences, créer des expériences d'apprentissage qui vont nuire à nos étudiants à la place de les faire avancer et puis de leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est une très belle intervention et puis c'est vraiment très apprécié. Merci. Monsieur Van de Poel. Oui, peut-être une réponse aussi, c'est qu'il faut peut-être aussi arrêter d'entrevoir tout l'acte et le poids de l'enseignement sur un seul enseignant. Et je pense qu'il y a une question à se poser sur les nouveaux rôles peut-être académiques qu'on peut créer. Peut-être, nous en tout cas, on vise beaucoup à Lausanne les assistants doctorants qui ont une charge de 20% enseignante, qui peuvent beaucoup amener quelque chose auprès des enseignants. Il y a aussi peut-être vos postes d'assistants pédagogiques qu'on peut créer dans les chaires d'enseignement. Et puis, il ne faut pas non plus imaginer que dans la collégialité, on doit faire fi des étudiants. Il y a des programmes de mentorat qui existent où on paye des étudiants clairement pour qu'ils mentorent les plus jeunes. Il y a du tutorat qui se fait entre étudiants aussi. Donc je pense que quand on veut imaginer un soutien à l'enseignement, je pense qu'on a besoin que l'académique responsable reste sur des tâches de haut niveau qui garantissent la qualité de l'enseignement. Mais au niveau de l'exécution, je pense qu'il faut apprendre à déléguer un petit peu avec des nouveaux rôles, que ce soit des étudiants ou assistants, pour pouvoir garder un accompagnement de qualité sans que toute la charge repose en effet sur quelqu'un qui doit gérer un service, des programmes de recherche et des doctorants. Donc peut-être aller un peu plus large au niveau des équipes et être plus collégial dans son approche.
Il y a peut-être une autre dimension, je traduis un peu votre question, monsieur, je l'interprète par rapport à ce que vous dites également. Il y a aussi ce risque, on est dans un risque de travailler par l'offre et non pas par la demande. Ça veut dire que la technologie, elle vient, on a presque chaque jour un logiciel intéressant, une technologie nouvelle. Hier, on ne parlait pas de 5G, aujourd'hui on parle de 5G, de Internet of Things, etc. Et le risque, c'est qu'au lieu de se focaliser sur quels sont les problèmes que nous devons résoudre, on se focalise sur la nouveauté. Et moi, je pense que c'est un point important à prendre en compte dans tout le processus éducatif. Aujourd'hui, on a du décrochage scolaire. Il faut qu'on trouve des solutions. On a des personnes qui n'arrivent pas à accéder à l'école. On a des personnes qui décrochent de l'université. On a des parcours d'apprentissage qui ne sont pas liés au marché du travail. On a des problèmes pédagogiques. Donc, je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser, de voir qu'est-ce que le numérique permet. Comme Madame a dit, le numérique ne résout pas tous les problèmes, mais il faut partir de la demande des enseignants, de la demande des élèves, des étudiants, plutôt que de partir de l'offre, parce que l'offre, c'est comme la télé. Au supermarché, on a différents types de télé, on veut avoir la technologie la plus avancée, mais la réalité, c'est peut-être une technologie moins avancée, mais qui permet de résoudre le problème. Elle est meilleure qu'une technologie avancée, mais qui ne résout pas le problème auquel font face l'université ou bien l'école ou bien la société en général. Donc je pense que c'est un point important, c'est qu'on risque d'être tiré par l'offre et non pas par la demande, et c'est un risque majeur pour l'investissement numérique. On risque d'investir dans des Rolls-Royce alors qu'on a une piste. On a besoin peut-être d'une 4x4 qui permet un peu de passer sur la route. Donc voilà, il y a ce risque-là également. C'est une belle image. Madame Nafi. Absolument, j'adore ce qui est en train d'être partagé. Et puis je suis loin, je suis frustrée parce que je suis là. Absolument. Et puis quand on parle de répondre aux besoins, c'est vraiment la discussion qu'on a. Il y a des communautés d'apprentissage et puis de pratiques qui ont vraiment émergé dû à la COVID. Et puis le fait que là, on doit vraiment échanger les différentes expériences et puis vraiment savoir, OK, quels sont les défis, puis comment l'un et l'autre est en train de faire face à ces défis, mais aussi la question de collaborer avec la technologie pour assurer une meilleure performance et puis répondre aux besoins de nos apprenants. Et puis là, c'est vraiment toute cette discussion concernant quelle technologie, pourquoi cette technologie, pourquoi pas l'autre technologie. Et puis comme vous dites, c'est pas parce que c'est trendy, c'est pas parce qu'elle existe, c'est pas parce que tout le monde en parle qu'on va l'adopter, mais vraiment parce qu'elle va venir en collaboration avec nos approches pédagogiques, elle va vraiment assurer la meilleure expérience d'apprentissage à nos apprenants. Donc, absolument. Merci beaucoup. Une question, là derrière. Constater, hein, donc on a eu des indicateurs, que ce soit à travers le baromètre de l'Agence du numérique. On a eu des études qui ont été rapportées ce matin. On a relevé encore aujourd'hui une étude menée par l'UNIF de Liège suite à la crise Covid. Il y a des études internationales aussi. On a une certaine connaissance de l'existant en Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi dans différents pays. En tout cas, certaines personnes ici rassemblées qui sont intéressées par le sujet l'ont, j'en suis certaine. On observe un développement de ces, on va dire, pédagogiques dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les hautes écoles ou à l'université. Et puis, on a vu émerger, appelé, et je partage tout à fait cette idée, le fait de capitaliser, d'échanger, de répondre à des besoins ou à des demandes, mais de vrais besoins, pas juste proposer une offre, ça c'est très important. Et cette volonté de partage, cette nécessité de partage, que ce soit de ressources libres ou de pratiques pédagogiques qui intègrent le numérique ou pas, mais enfin on est aux assises du numérique en même temps aujourd'hui. Bien, ça il faut savoir que la mise en réseau, comme justement Madame Nafi vient de signaler, elle existe notamment ici
en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment dans un réseau qui s'appelle ETIS, c'est Haute École et Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Éducation. S'il n'existait pas depuis 20 ans, on l'aurait sans doute appelé HEN, enfin Haute École numérique ou quelque chose comme ça. Mais donc l'Université de Liège a cette chance d'avoir pu travailler à cette constitution du réseau. Et on a des personnes relais des hautes écoles ici un petit peu partout dans la salle. Hein, c'est vraiment un dispositif de mise en réseau où il y a des relais, une collaboration entre universités et hautes écoles sur un usage critique et réfléchi des technologies, enfin du numérique, hein, on va dire maintenant comme ça. Et je pense qu'on a intérêt à aussi bien réfléchir et s'inspirer de ce qui a été déjà expérimenté, de ce qui continue à exister et de ce qui continue à évoluer, parce que l'analyse des besoins, elle est faite de façon récurrente dans ce réseau, dans ce projet. Hein, donc, je pense qu'on peut voir ça comme un élément de formation continue, assez intéressant à développer. On a ce partage d'expériences, il y a des séminaires, il y a des écoles d'été, enfin, il y a même des certificats universitaires qui sont proposés. Voilà, donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important à intégrer au niveau de formation continue. On pourrait aussi s'intéresser à la formation initiale des enseignants, mais on n'est peut-être pas dans... Je crois que, vu l'heure, on ne va peut-être pas engager le débat là-dessus. Oui, on ne part pas de loin, on part pas de rien, c'est important de le signaler. Tout à fait. Allez, tout au long de l'année, il y a aussi parfois des salons du numérique. J'oublie le nom de celui à Namur, le 7, exactement. Quand je vois la liste des participants, des intervenants, on se rend compte de la diversité et du nombre, en fait, d'enseignants, je pense, en haute école, qui développent des dispositifs très intéressants, qui travaillent déjà en réseau. Je pense que c'est à soutenir. Bon, vous aurez compris ce soir que je faisais la pub du plan de relance, parce que dans les prochaines semaines, il y aura des appels à projets qui vont être lancés et auxquels il y a une garantie pour tous les établissements qui présenteront des projets de pouvoir voir des projets acceptés dès lors qu'ils se situent dans le cadre. J'ai évoqué la formation des enseignants, j'ai évoqué le matériel numérique. Un troisième volet qui est important, c'est des financements pour le développement de ressources numériques pédagogiques et avec évidemment un bonus pour la réalisation d'outils numériques mutualisés. Donc j'entends qu'un réseau comme celui que vous avez évoqué, ce serait très intéressant de voir des projets mutualisés se concrétiser. Il est aussi soutenu par le ministère. Ministère depuis des années, même si les ministres changent, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus pérenne, en tout cas, c'est peut-être à espérer aussi. Mais j'insiste sur le fait qu'on partage sur l'existant, par exemple, aussi bien les salons de bonnes pratiques, etc. Et ça, on le voit à travers différents pays. Bon, Madame Lassie a évoqué les communautés pratiques, les centres réseau. C'est pas quelque chose de facile à mettre en place, ça prend du temps. Mais c'est peut-être éviter de refaire cette erreur Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Vu l'heure, ce sera certainement la dernière. Non? Oui, voilà. Voilà le micro si vous voulez, voilà, comme ça on vous entendra bien. Les panélistes ont brillamment montré la place que pourrait avoir le numérique dans la transmission du savoir, ce que par la force des choses on a dû être amené à faire pour certains dans l'urgence, pour d'autres avec quelques préparations dans le cadre de nos enseignements. Et à cet égard, on a obtenu des résultats, il faudra pouvoir les évaluer. Je me posais la question, parce qu'on a parlé de notion d'écosystème, d'Erasmus virtuel, là j'ai un peu des doutes sur, je dirais, l'attractivité de cette option pour nos jeunes. J'aurais voulu savoir qu'en était-il de l'éducation de nos futurs juristes, philologues, médecins, au travers de cet enseignement, c'est-à-dire donner finalement des perspectives
quand même beaucoup plus vaste de la formation par l'éducation d'un futur professionnel en allant au-delà de la simple transmission de savoir, de la simple formation factuelle. Est-ce que le numérique, selon vous, a une place aussi ou plus importante ou au contraire rencontre des limites qui sont peut-être justement liées à cet écosystème que certains ont mis en parallèle avec la formation en tant que telle? Est-ce que le numérique n'est pas applicable à certaines facultés? Comprenez-moi bien, le plan de l'enseignement, c'est ce que nous discutons maintenant, mais je pense que nos institutions doivent avoir l'ambition de faire plus qu'enseigner, c'est-à-dire de transmettre du savoir, mais quelque part, le terme peut être un peu réducteur, prenant la personnalité, je dirais depuis son début, l'éduquer finalement pour devenir un acteur de société. Oui, je te passerai la parole après, mais oui, de toute façon, on est rentré dans un monde qui, lui-même au niveau socio-professionnel, est transformé par le numérique. C'est-à-dire qu'un médecin demain, c'est pas un médecin d'hier, ou un juriste demain, c'est pas un juriste d'hier. Toutes les professions vont être profondément transformées par le numérique, par l'IA éventuellement, mais aussi par d'autres aspects. On a vu en médecine le développement de la télémédecine, on a vu un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraiment entrées dans les mœurs il y a quelques années. Et donc finalement, toutes les professions sont traversées par ça. Et je pense que le rôle de l'université, c'est aussi de bouger dans toutes ces dimensions-là. C'est donner des compétences pour être vraiment agile par rapport à ces métiers qui eux-mêmes seront en transformation. C'est-à-dire que je pense que le numérique va impacter durablement beaucoup de métiers. Dont l'éducation, on parlait aussi, tu parlais d'assistants et par rapport à l'enseignant d'avoir des assistants. On sait qu'il y a des expérimentations qui ont été faites d'assistants virtuels par l'IA qui montrent que sur certaines tâches, on peut tout à fait répondre aux étudiants sur des tâches de base par de l'IA qui fait ça très bien et les étudiants ne s'aperçoivent pas que c'est des IA qui répondent et que l'effet bénéfique, qui n'était pas attendu de ce genre de choses, c'est que ça, d'une part, ça gagne du temps pour les assistants et pour les enseignants pour faire des choses à plus grande valeur ajoutée. Mais aussi, le deuxième effet, c'est que l'étudiant a une réponse immédiate. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle répond tout de suite à la question de l'étudiant, dans un chat ou dans un forum, il va aller un cran plus loin. Alors que s'il attend 2 jours, 3 jours pour avoir sa réponse, mais il sera passé à autre chose. Donc on n'est pas au bout de l'évolution de ces métiers. Pour répondre à votre question, je pense que cette transformation numérique de la société de manière globale, il faut vraiment qu'on l'intègre dans la réflexion de la formation de nos étudiants demain, clairement. Et pour moi, les compétences transversales dont je parlais, d'esprit critique, d'analyse de données, de savoir finalement par rapport à son propre métier chercher les bonnes sources d'information, ça c'est une clé fondamentale qu'il faudra avoir demain. Et les aspects éthiques en font partie. Madame Nafi. Oui, pour donner un exemple de mon côté du monde, il y a plusieurs de nos universités, ils sont en train d'inclure dans leur curriculum l'intelligence artificielle. Et puis spécifiquement, je vous donne l'exemple du centre hospitalier de l'Université de Montréal qui ont créé l'école de l'intelligence artificielle. Et puis là, je suis en train de lire juste rapidement la définition ou bien leur mission. Donc, ça existe depuis 2018. Et puis la mission de l'école de l'intelligence artificielle en santé du CHUM, c'est de développer la relève et les acteurs de la santé dans leur capacité à intégrer l'IA en milieu réel pour améliorer la santé de la population et ce de façon éthique et responsable. Donc, et puis, je vous en parle parce que hier même, j'avais une discussion avec la directrice de l'école pour voir des possibles collaborations. Donc, eux, ils sont pas juste intéressés par les médecins, mais vraiment tout le système, toutes les personnes intervenantes dans le système de santé pour voir comment on pourrait les former pour utiliser l'intelligence artificielle. Donc, les former à travers l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, mais aussi les former pour pouvoir utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour améliorer la santé de la population. Donc, il y a toute cette réflexion qui est en train de se faire et puis il y a des acteurs qui sont vraiment ils sont en train il y a des pratiques qui sont concrètes qui sont en train de se faire.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Madame Nissen, on est dans votre université, alors je voudrais vous laisser le mot de la fin. Les prochains mois, c'est un gros challenge pour l'Université de Liège de continuer à être ancrée dans cette époque du numérique. Oui, juste un petit mot par rapport à la dernière remarque. Je pense qu'on est tous déjà au-delà de la transmission des savoirs uniquement dans nos pratiques d'enseignants. On est dans le savoir-faire, et c'est les travaux pratiques, les stages, la simulation, je pense, et le numérique dans la simulation vont être au cœur du développement futur. Ils sont déjà initiés, mais on doit aller plus loin pour donner une valorisation aux stages qui a disparu d'ailleurs, la valorisation avant des stages était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, et je pense que c'est tout un travail qu'on doit remettre au cœur de notre réflexion. Mais il y a aussi le savoir-faire et le savoir-être aussi. Ce savoir-être, c'est aussi le développement des soft skills dans notre université. Comment bien communiquer, comment analyser, comment regarder l'évolution du monde. Et c'est ces ensembles de dimensions qu'on doit intégrer, je pense, dans nos enseignements. Alors, pour terminer, mais comme je l'ai dit au début, en fait, je refais la boucle. Je pense que ces assises, c'est le début d'une réflexion stratégique dans laquelle les universités, et la nôtre en particulier, souhaitent s'engager dans une démarche vraiment participative, et avec aussi, je pense, de la créativité, de l'expérimentation et des évaluations des pratiques pour aller chercher ce qui favorise la qualité de nos enseignements, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour leur partage, et merci à vous tous pour votre écoute, et une très belle soirée. Merci.